Ce soir, je vous le disais, dans Bavardage et gourmandise sur Comet FM, je reçois deux invités. Samuel Canfort, écrivain, et Élise Lancien-Isnard, conseillère littéraire. Samuel, bonjour. Bonjour Jocelyne. Bonjour Élise. Bonjour Jocelyne. Alors Samuel, vous avez écrit deux romans. Ambroise Baumière d'abord, hein, Oui. et La quête des orphelins. Est-ce qu'on peut vous demander votre âge? On peut encore, hein? Oui, tout à fait. Je suis né en 76. Donc, 36 ans et demi, on va dire. Bien, oh, bah, c'est très jeune. Donc c'est l'âge, hein, pour écrire. Oui, Hein, tout à fait. Alors, est-ce que vous êtes littéraire déjà de formation? Alors, pas du tout. Moi, j'ai fait plutôt un cursus scientifique. Je me prédestinais, on va dire, plutôt à être dans l'architecture. Une voie que j'ai complètement abandonnée. Au fil de la vie, des expériences et tout ça. Et surtout en venant, voilà, m'installer ici sur la région de la Provence, avant que j'arrive sur Paris, quoi. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? Est-ce que vous avez écrit depuis que vous êtes tout petit, des poèmes en cachette? Ça, oui. Ça, un journal intime? Non, pas de journal intime, mais c'est vrai que j'ai toujours écrit, enfin, lu d'abord. C'est vrai que les livres étaient toujours autour de moi. J'écrivais quelques poésies que j'ai gardées, voilà, bien sûr, qui étaient au niveau de l'adolescence, hein, donc c'est gentillet. Mais c'est surtout une rencontre que j'ai fait avec Élise, qui m'a donné envie d'approfondir, voilà, ce que j'avais en moi, pour pouvoir mettre des idées sur papier. Oui, parce que ce n'est pas bon écrire un livre. Beaucoup de personnes écrivent, hein, de nos jours. Oui. Beaucoup de personnes éditent, et on en rêve tous un peu, mais c'est pas si simple, ce n'est pas si facile. Mais il faut réaliser ses rêves, tout simplement. Oui, mais il faut s'en donner les moyens. Oui, il faut du moyen, du temps. Moi, ce qui m'a permis de m'engager, voilà, à écrire un premier bouquin et après un deuxième roman, c'est le temps aussi. Voilà, j'avais du temps. Oui. Pour pouvoir me pencher là-dessus, faire les recherches qui m'ont permis d'approfondir une histoire inventée, mais avec des faits réels. Oui, parce qu'Ambroise Baumière c'est un roman historique, on peut dire. Tout à fait, ouais. Vraiment, et passionnant. Hein, oui. Merci. Mais moi, je voudrais savoir comment vous l'avez écrit, voilà. Et quel a été le rôle d'Élise dans Ambroise Baumière? Est-ce que vous avez commencé de la première ligne jusqu'à la dernière, par ordre chronologique? Ah non, pas du tout. Et c'est pas du tout ma méthode de travail, même pour ce que je peux écrire maintenant aussi. C'est les idées me viennent comme ça un petit peu en brouillon, en désordre, et il faut trouver après un ordre. Et vous prenez des notes alors? Tout à fait. Ouais. C'est par informatique. Hein. Suis vraiment j'écris sur l'ordinateur. Directement sur l'écran. Tout à fait. Oui. Ouais. Donc vous notez, quand vos idées viennent, vous les notez, même si ce n'est pas dans la suite logique de l'histoire. Tout à fait. C'est vrai que pour l'écriture d'Ambroise Baumière, je voulais écrire une histoire sur la région, mais au début, je partais un petit peu dans tous les sens, et c'est surtout la connaissance, les recherches que j'ai faites autour de la peste. Parce que donc l'histoire se passe en 1720 lorsque la Provence a été disséminée par la peste. Donc c'est ce qui m'a passionné au début. Voilà, c'était plutôt un travail de recherche d'historien avant un travail d'écrivain. Voilà. Et après, je me suis dit, c'est vrai que cette période me passionne. Pourquoi pas inventer des choses autour? Parce que c'est vraiment terrible ce qui s'est passé, mais pourquoi pas inventer quelque chose qui puisse attirer les gens à apprendre des choses de leur histoire de la région, mais en même temps en suivant des personnages. Voilà. Donc c'était un double travail d'abord l'histoire, ensuite la fiction, et de mélanger les deux. Et c'est vrai que c'est Élise qui m'a permis de mettre tout ça plus à plat, d'élaborer des idées, des transitions, d'après un texte que j'avais complètement écrit, mais qui était
beaucoup à remanier. Et Élise était là pour ça, voilà, en tant que conseiller, pour pouvoir donc avec le manuscrit que je lui avais confié, de retravailler séance par séance, chapitre par chapitre, et mettre des jolis mots, on va dire. Et oui, voilà, de le rendre littéraire. Tout à fait, exactement. Parce que d'abord, alors, il y a eu d'abord toutes les recherches. Oui. Vous avez commencé par là, alors. Les recherches m'ont... Les recherches historiques. Oui, les recherches ça durait à peu près une année et demie, on va dire. Ah oui. Avec, des rencontres de personnes qui m'ont raconté ce qu'ils savaient de l'histoire de la région et de la peste. La rencontre avec des personnes, des archivistes sur la bibliothèque Inguimbertine de Carpentras, aux archives d'Avignon, aux archives de Marseille, donc qui m'ont permis d'approfondir mes connaissances. Et c'est ces rencontres-là qui ont enrichi le texte, la fiction, on va dire. Voilà. Alors c'est vrai que le livre est très bien documenté. Très fourni. Ah oui, vraiment extrêmement sur la peste, sur cette épidémie de peste, comment elle est arrivée en Provence. Oui, avec le Grand Saint-Antoine. Le Grand Saint-Antoine. C'est le début. Oui. C'est un bateau qui rentre dans Marseille, et un bateau de commerce. Oui. Et bon, tout est vraiment bien détaillé. On sent vraiment un travail d'historien, des recherches vraiment très approfondies. Et puis, on apprend beaucoup sur les mœurs de l'époque, les métiers de l'époque, la toponymie aussi. De la région, tout à fait, de ce qu'on appelait pas encore le Vaucluse, oui. Ouais, le comte Avénessin. Vraiment, c'est passionnant. Moi, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'en avais entendu parler, évidemment, la peste, on en a beaucoup parlé, mais je crois que jamais je n'étais tombée sur un document si bien documenté, Donc, voilà, et puis les métiers, les outils employés, les villages à l'époque, comment les gens vivaient. C'est vraiment très intéressant. Et puis il y a une histoire d'amour aussi. Bien sûr, tout à fait. C'est important. Voilà. C'est important dans un roman de toucher les gens. Oui. Et mais c'est un amour particulier aussi. Oui. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que mon personnage Ambroise aime les hommes. Il aime les hommes. Tout à fait. Voilà. Et à l'époque, le terme homosexuel n'existait pas. Non, tout à fait. Oui. C'est un bougre. Oui, exactement. Il est attiré par la bougrerie, dites-vous. Tout à fait. Un bougre, un sodomite. Moins joli mot que bougre, c'est sûr. Mais bon, évidemment, c'est réprouvé. Il doit se cacher. Tout à fait, bien sûr. Donc c'est comme ça, c'est sa nature à lui. Mais il va apprendre à connaître sa nature aussi. Oui. Au fur et à mesure de l'histoire et de sa vie et de son parcours qui va de Paris pour arriver donc autour de Carpentras dans le comte Avénessin et sur l'Agne. Donc c'est vrai qu'il va aussi rencontrer différents personnages, différents hommes qui vont aussi lui permettre de voir sa vision de sa sexualité complètement différente. Tout à fait. Oui. Alors au fil des rencontres, il ne va plus assouvir ses instincts et ses fantasmes, mais voir épanouir ses sentiments. Tout à fait. Il va prendre conscience qu'il peut tomber amoureux. Il va comme tomber tout à chacun. Amoureux, comme tout le monde d'ailleurs. Et il va tomber amoureux, éprouver des sentiments tendres et forts pour un papetier. Oui, tout à fait. Et c'est une très belle histoire d'amour entre ces deux êtres. Voilà, qui vont s'attacher l'un à l'autre et qui vont être vraiment complémentaires. Et ils vont connaître un amour fusionnel. Oui. C'est très beau. Voilà, alors on ne raconte pas la fin. Mais alors c'est toute l'édification de ce mur de la peste, dont il reste des vestiges, d'ailleurs. Tout à fait, oui. C'est vrai que Ambroise Baumière était venu dans la région en 1720 parce qu'il a été appelé par Antoine d'Allemand, qui était un architecte de Carpentras à cette époque-là, et qui a été donc... on dit sélectionné maintenant, mais par donc les hautes autorités du comte Avénessin pour pouvoir donc élaborer ce mur. Donc Ambroise Baumière va être son second, on va dire, voilà.
Et il va être donc amené à être directeur, on va dire, d'un tronçon de la construction du mur, donc sur Lagne, sur Gordes, sur Murs, sur Métamis. Et donc ça va être le chef de chantier, on va dire, le chef de chantier de l'élaboration de ce mur. Bon, on peut pas maître d'œuvre. Voilà, on peut se poser la question pourquoi faire appel à un architecte pour la simple construction d'un mur, mais c'était aussi une construction militaire, oui, une protection humanitaire aussi. Ouais. Il prend conscience petit à petit qu'il a une mission humanitaire oui. Avec la construction de ce mur qui à l'époque faisait un peu plus de 2 mètres de hauteur et qui évitait voilà le déplacement des personnes. Et surtout l'installation de portes qui permet de circuler avec des laissez-passer, des billets de santé, éviter que la maladie passe d'un état à un autre, parce que la Provence était dans le royaume de France, contrairement au comtat vénécin qui appartenait à la papauté. Et oui, et c'est pour éviter le déplacement des personnes comme ça. Tout à fait. Et donc de la peste, du virus. Et donc de la peste. Et tout au long du mur, il y avait des gardes qui contrôlaient les gens qui voulaient franchir cette frontière. Exactement. Et il y a toute une... Alors, comment construit-on des murs en pierre sèche? Voilà, ça vous l'expliquez. Oui. C'est tout un art. Tout à fait. C'est pas si simple. Hein. Il y a un savoir-faire que l'on remet à l'honneur aujourd'hui, d'ailleurs. Exactement. Ouais. Donc là, il y a toutes les explications. On parle beaucoup de l'île sur la Sorgue aussi, Insula. Oui, Insula ou l'îlot des Vénisseaux, oui, après plusieurs appellations. La situation des Juifs aussi, hein. Il y avait un ghetto. Ah oui, c'est vrai que les Juifs dans le comtat vénécin étaient, la population juive était très très importante. Il y en avait essentiellement sur Carpentras, sur l'île sur la Sorgue, sur Avignon ou sur Cavaillon. Il y avait des quartiers qui leur étaient réservés. Qui étaient réservés. Ça, on parle de leurs rites. Non, c'est vraiment passionnant, la vie à cette époque-là, avec toute l'étymologie, la racine et l'origine des noms des lieux. Et puis Lagne, bien sûr. Lagne, ce petit village que vous avez découvert, que vous aimez. J'en suis devenu, maintenant un habitant. Et c'est vrai que Lagne est aussi un personnage dans l'histoire. Oui, ça tient une grande place. Oui. Voilà. Donc, alors pour écrire cette histoire, l'histoire de ce mur, l'histoire d'amour entre ces deux personnages, donc il a fallu toutes ces recherches historiques. Bon, ça vous les avez faites. Et après, il avait fallu, comme vous dites, broder autour, faire une histoire cohérente et qui touche les lecteurs. Et c'est là que vous avez demandé l'aide d'une conseillère littéraire. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'elle vous a apporté, Élise ? Elle m'a apporté surtout au début de notre relation. Donc, on se connaît maintenant depuis fin 2007. Élise m'a aidé au début à construire, à faire une sorte de biographie, on va dire, au début. C'est comme ça qu'on s'est connus. Voilà, au tout début, vous vous êtes connus parce que vous aviez émis le souhait, Samuel, d'écrire votre biographie. Si jeune. Une biographie ou une partie, un changement de vie qui était une tranche de vie qui était importante pour moi et je voulais la mettre en mots. Donc c'est-à-dire que on a vraiment travaillé là-dessus. Pendant qu'on travaillait sur cette biographie, j'avais commencé à faire mes recherches pour Ambroise Baumière et là j'ai lancé l'idée à Élise donc de retravailler mon manuscrit. Donc je lui ai laissé pas mal de feuillets, et donc on a travaillé chapitre par chapitre pour restructurer les choses. Elle m'a beaucoup aidé là-dedans, ça c'est vrai. Alors comment s'y est-il pris, Élise? Il vous a donné tous les feuillets en vrac, tiens, débrouillez-vous, mettez tout en ordre. C'est pas tout à fait comme ça puisque tout est sur ordinateur, donc on a transféré les fichiers d'un ordinateur à un autre et donc on a décidé de travailler. Moi je voulais pas lire l'histoire. L'histoire était construite. L'histoire était construite. Je ne voulais pas la lire dans sa totalité. Donc je lui ai dit, je préfère travailler chapitre par chapitre. Parce que ça me permet de faire évoluer les personnages. Que si j'avais lu l'histoire en entier,
je pense que les personnages, je les aurais appréhendés d'une autre manière. D'accord. Donc vous les avez découverts. Je les ai découverts. Donc ça m'a permis de leur donner un peu plus vie. Enfin, bon, dans ma structure littéraire, on va dire. Samuel avait bien sûr donné vie à ces personnages, mais donc de les retravailler et de les faire évoluer d'une certaine manière. Et comme j'avais un regard un petit peu extérieur, puisque je n'avais pas l'histoire, je l'avais pas lu entièrement, donc ça m'a permis, enfin ça nous a permis de voir un autre éclairage pour les personnages et de dire tiens de bougre qu'il était justement Ambroise au départ, de le faire évoluer vers des sentiments, et à la fin du livre il est vraiment très amoureux, quoi. Oui. Alors qu'au début il assouvi ses fantasmes et ses instincts, ses pulsions, sa sexualité, tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc ça nous a permis donc c'est pour ça que j'ai voulu travailler chapitre par chapitre pour avoir l'esprit neutre. Alors donc, comment ça se passait donc puisque vous étiez à distance, puisque Élise vous habitez sur Apt et oui, c'est pas très loin Lagnes, mais enfin quand même. Donc une fois j'allais travailler chez Samuel et une fois il venait travailler à la maison, donc on a échangé assez souvent à la maison parce que je travaille sur 2 écrans. Donc c'était aussi le côté un petit peu plus pratique. Mais voilà, donc petit à petit ça s'est construit, on s'est bien trouvé à travailler à 4 mains, enfin je veux dire chacun exposant vraiment très sincèrement et sans arrière-pensée ses idées. Oui, je vois plutôt ça comme ça, je vois plutôt ça comme ça, et ça s'est vraiment ça s'est construit très très facilement, quoi. Donc bien sûr, j'ai pas tout à fait le même âge que Samuel, donc une expérience littéraire qui était différente, un amour aussi des lettres, pas forcément des mêmes périodes, donc je me suis retrouvée, on a retrouvé des vieux mots et tout. Et moi j'adore les vieux mots, et ils me sont revenus. C'est vrai. J'étais assez étonnée. Ils me sont revenus instinctivement. Ah, oui, c'était des souvenirs. Bon, c'est vrai que je suis très balsacienne, donc ça permet d'avoir voilà. Mais non, au niveau du travail, que dire de plus que de voilà on a fait évoluer le livre de cette manière-là, en le retravaillant chapitre par chapitre pour arriver jusqu'au mot fin. Et alors Samuel, est-ce que ça vous convenait quand elle retravaillait un chapitre? Est-ce que vous disiez oui, c'est bien, c'est bon, on le laisse comme ça, ou est-ce que vous apportiez encore Il y a toujours des modifications à faire, mais ce qu'apportait Élise était ça me plaisait. Oui. Donc on peut toujours modifier des choses dans un roman, c'est infiniment, c'est infini, on peut. Mais non, c'était toujours l'osmose entre nous deux. On arrivait on arrive toujours à se comprendre, à aller vers la même direction, et ça c'est très 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 constructif. Oui, tout à fait. Ouais. Puis je pense qu'aussi en ayant un regard extérieur, puisque toi tu étais dans l'histoire, ça permettait d'avoir une certaine pertinence par rapport à des situations que on n'avait pas forcément vu au premier jet. On n'a pas de recul quand on écrit. De dire non, ça c'est pas possible, ou de faire évoluer. C'est pour ça que je voulais pas m'encombrer l'esprit. Et je sais pas pourquoi. Dès le départ, j'ai dit non, je veux pas le lire comme le deuxième. Comme le deuxième. Mais c'est un échange. C'était vraiment un échange. C'est mieux. Voilà, c'est mieux, et ça permettait, puisque Samuel, d'avoir travaillé dessus, d'avoir écrit en cachette pendant que j'écrivais sa biographie. Oui. Mais c'était une grande surprise quand il me l'a dit, donc c'était très agréable. C'était mieux de faire comme ça, je pense. Parce que sinon je pense que peut-être j'aurais eu le même regard, j'aurais eu la même perception des personnages que toi. Et en fait, le fait de les avoir découverts au fur et à mesure et de les faire évoluer au fur et à mesure, ça nous a apporté autre chose. Plus. Pas autre chose, mais puisqu'on n'a pas changé le caractère des gens, mais pour les faire évoluer, c'était plus facile. C'est comme dans la littérature ou le cinéma. Quand on connaît pas la fin de l'histoire, on est neutre, on est plus vierge de faire fonctionner son imagination complètement différemment. Alors, Élise, vous qui êtes vous n'êtes pas très âgée, mais vous n'êtes pas de la même génération
que Samuel, que vous êtes de la mienne. Oui. Parce qu'il faut quand même dire, on est obligé d'avertir le lecteur que les scènes d'amour sont assez torrides entre les deux protagonistes, hein, entre Ambroise et Joannis. Et Joannis, son amoureux. Voilà. Alors, Samuel, vous avez mis le désir d'être très très précis dans les descriptions de ces scènes d'amour. Et elles sont très crues, hein, voilà, si on veut savoir, mais comment ça se passe entre deux hommes, alors là, on sait tout. J'en ai même rajouté. Il faut même mettre le carré blanc. Oui, c'est vrai. Attention. C'est une histoire érotique. Tout à fait. Plus qu'érotique. Plus qu'érotique. C'est plus qu'érotique. On peut parler, voilà, de pornographie. Entre guillemets. Tout à fait. Hein, mais vraiment, la sexualité est décrite dans tous ses détails. Alors, Élise, qu'est-ce que vous en avez? Est-ce que ça ne vous a pas choqué? Pas du tout, non, puisque j'ai même apporté certaines modifications. Ah! Oui, le point de vue d'une femme est important. La coquine. Nous ne dirons pas quoi. Des choses qui n'étaient pas possibles. Voilà, donc. Techniquement. T'en souviens? Oui, oui. Et, on se faisait des schémas. Non, en plus. On n'a pas testé non plus. Hein. Mais de toute façon, quand on travaille sur ce type d'ouvrage, bon, je veux dire, ça m'a posé aucun problème. Bon, je veux dire, par rapport à mon vécu et tout, je veux dire, ça m'a posé aucun problème. J'étais là pour faire un travail littéraire et comme je suis très, comment dire, j'imagine très très bien les situations, quelles qu'elles soient. Bon, là, très bonne scénariste. On parle d'érotisme, mais bon, il y a pas que ça. Et c'est vrai que je vois très bien. J'ai tout de suite une vue d'ensemble d'une scène, quelle qu'elle soit. C'est très visuel. Et donc, et c'est pour ça que, en plaisantant, mais c'est une réalité, j'ai apporté des modifications plus précises par rapport à, voilà. Bien. C'était déjà, bien étoffé. Mais il valait vous mieux en avez rajouté. La précision est importante. Mais bon, il faut aussi préciser que ce n'est qu'un léger épisode parce dans que le livre. Parce que l'évolution des sentiments font que Ambroise Beaulière, c'est une très très belle histoire d'amour. Voilà. Moi, j'ai trouvé cette histoire très poignante et oui, c'est vrai. C'était ça. Bon, j'ai été quelque peu surprise par les par les scènes d'amour. Choquée, non, mais bon, vous êtes allé loin. C'était votre votre manière de à le raconter aussi. Voilà, autant ne pas cacher dès lors que les gens sont au courant quand ils achètent le livre. Bon, voilà, moi je pense qu'il faut quand même le dire parce que c'est quand même. Oui, bien sûr, oui. Bien sûr. Des scènes érotiques, il y en a bien sûr dans beaucoup d'ouvrages ou même dans le cinéma aussi. Oui. Mais c'est vrai, c'était vraiment une envie de montrer réellement les choses, et on montrait aussi que ça n'a pas vraiment évolué aussi. Là, l'histoire se passe en 1720, mais pour l'histoire d'amour ou l'histoire sexuelle, on va dire, c'est pareil maintenant. Ah oui, voilà. C'est intemporel. Donc, tout à fait. Tout à fait. Hein? Donc voilà, en parallèle à cette peste qui dévaste la région, la Provence, eh bien il y a deux hommes qui s'aiment et qui vont apprendre à se connaître, hein, sexuellement et intellectuellement. Bien sûr, hein. Ils sont chacun un domaine culturel aussi important, parce que Ambroise est maître maçon et Joannis est maître papetier sur Vaucluse, hein, qu'on appelle Fontaine de Vaucluse maintenant. Et c'est vrai que c'est un échange aussi. L'un et l'autre vont se connaître aussi culturellement. Ils vont avoir aussi besoin l'un de l'autre pour ils évoluent. Oui, pour évoluer, pour avancer chacun sur leur chemin. C'est très beau, vraiment. Moi, je trouve que c'est une très belle histoire d'amour. Oui, moi aussi. J'ai été très touchée. Mais est-ce que les histoires d'amour finissent mal? Ça. Il faut lire le livre. Et il faut lire le livre. Mais non, faut pas être pessimiste, je suis. Non. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est le point de vue médical, parce qu'évidemment, on est complètement démunis face à la peste, hein, puisque le vaccin ne sera découvert qu'à la fin du 19e siècle. Donc,
Et il y a l'Église, hein, le poids de culpabilité. Si ce fléau arrive comme ça en Provence, eh bien, c'est que c'est de la faute. Voilà, c'est Dieu qui l'a envoyé pour punir les hommes. Pour punir les hommes. Voilà, donc beaucoup de processions. Il faut demander pardon. La différence saint. Voilà. On s'en remet à Dieu, en fait. Il y a que lui qui peut arrêter cette épidémie. Tout à fait. Voilà. C'est sûr. Et les gens le croient, hein, vraiment. Hein. Ils n'avaient pas les outils pour pas y croire. En portant juste un signe sur leurs habits, que ça va arrêter la maladie. Donc, évidemment. On isole les personnes qui sont malades. Oui. Il y a quand même. Il y a quand même des moyens à employer, avec du vinaigre, notamment. Le vinaigre des quatre voleurs. Oui, il y a la recette. Tout à fait, c'est des choses qui peuvent mettre complètement, enfin, on ne peut pas comprendre, bien sûr, maintenant, tous ces moyens qu'ils mettaient en place, parce que ça paraît complètement ahurissant maintenant. Qu'on connaît, voilà, l'origine, la médecine, les façons de guérir beaucoup de maladies, et essentiellement la peste, oui, tout à fait. Voilà, et on explique pourquoi les médecins avaient quand même un costume particulier, un habit particulier avec un long bec, parce que dans ce bec, il y avait cette éponge pleine de vinaigre et d'herbes. Tout à fait, qui les protégeait pour éviter de respirer, bien sûr, l'air... pestilentiel. Tout à fait. Oui. Et puis, les habitants, ils se cousaient une croix de Lorraine sur leurs habits pour se prémunir de la peste. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on pouvait faire, isoler, brûler les cadavres, et c'est tout ce qu'on pouvait faire. Éviter de se déplacer. Oui, surtout, pour pas ramener le mal avec soi plus loin, toujours plus loin. Voilà. Donc, est-ce une période de l'histoire que vous connaissiez, Élise ? Ah oui, bien sûr. Non, mais pas aussi précisément. Détaillé, non, pas du tout. Non. Pas du tout. Alors ensuite, il y a eu La Quête des orphelins, deuxième roman. Oui. Alors, sorti l'été dernier. Voilà. Alors celui-là est beaucoup plus court. Moi, je l'ai trouvé trop court. Trop résumé. Qu'à cela ne tienne. Je l'ai trouvé beaucoup trop résumé. Parce que ces orphelins qui sont adultes, c'est deux jeunes hommes. Deux jeunes trentenaires. Voilà. Il leur arrive quand même, ils se lancent dans une grande aventure, ils veulent ouvrir un café. Il leur arrive quand même une tranche de vie assez mouvementée. Et pourquoi ce choix d'avoir fait un récit aussi court ? Alors c'est vrai que c'est un roman. C'est Élise qui vous a obligé à encore plus à raccourcir. Oui. Non, pas du tout. Que sont devenus mes beaux feuillets Oui. Qu'en a-t-elle fait ? Non, pas du tout. Non, c'est vrai que c'était une envie, de sortir un deuxième roman assez rapidement, parce que La Quête des orphelins n'est pas du tout historique. Donc il y avait aussi beaucoup moins de recherches à faire. Et La Quête des orphelins est beaucoup plus personnelle. Donc c'était aussi une envie de mettre à plat des choses, des rêves, raconter vraiment, historier aussi, parce qu'en tant qu'écrivain, bien sûr, ou en tant que cinéaste, on met toujours des choses personnelles dedans. Et c'est vrai que ces deux personnages dans La Quête des orphelins, que sont Léonard et Gauthier, c'est moi en double, on va dire. Et oui, c'est deux frères qui fonctionnent un peu comme des jumeaux. Ils ne sont pas jumeaux, mais on dirait ça pourrait être des jumeaux. Oui. Ils sont très très proches. Ils vont vraiment avoir un parcours familial très très chaotique. Qui va les rapprocher encore plus pour pouvoir, comme vous disiez, avoir envie de créer un bar à vin. Oui. Ils vont venir en Provence. Ils vont venir en Provence, bien sûr. La Provence est toujours, toujours importante pour moi. La sexualité, encore une fois. Bien sûr, un petit peu moins étoffée, c'est sûr, mais il y a et aussi un personnage féminin qui est très important là. C'est vrai. J'avais vraiment envie aussi que ces deux frères soient attachés à une femme, donc à Mathilde,
Et c'est vrai que elle leur apporte beaucoup de choses dans leur épopée. C'est elle qui les guide un petit peu, parce que ces deux orphelins ont perdu leurs parents, ils ont perdu leur grand-mère, ils vont perdre leur grand-père, qui est leur repère. Et c'est vrai que Mathilde va les guider en Provence. Ouais. Et là, alors ces deux frères, il y en a un hétéro et l'autre homo. Tout à fait. Ouais. C'était un point, c'est important de pouvoir présenter les deux. Que dire là-dessus? C'est vrai que il y avait une envie peut-être d'évoluer aussi, de toucher aussi à notre public, parce qu'Ambroise Baumière, touche vraiment peut-être un public spécialisé, on va dire. Voilà, que la quête des orphelins, ça aplatit un peu plus les choses, plus neutre. Voilà. Alors votre désir secret, moi, vous me l'avez confié, c'est d'être un jour cinéaste. Pourquoi pas? Donc je trouve que c'est très visuel. Hein, oui, celui-ci, oui. C'est plutôt, c'est vrai que, comme vous disiez, c'est un récit, et c'est vrai que là, dans la quête des orphelins, entre guillemets, je me suis mis dans la peau d'une vieille dame. Oui, voilà. Qui est octogénaire et qui raconte. Ouais. C'est elle qui raconte. C'est elle qui raconte. Qui raconte son histoire, peut-être, et qui raconte la rencontre qu'elle a faite avec Léonard et puis Gauthier. Voilà. Tout à fait. Ouais. Alors, Élise, lequel avez-vous préféré, vous, des deux? Ambroise Baumière ou la quête des orphelins? À écrire Ambroise Baumière. À écrire Ambroise Baumière. Ouais. C'est complètement différent, hein. Mais oui, comme histoire, j'ai préféré celle d'Ambroise Baumière. Ouais. Mais j'ai pris aussi beaucoup de plaisir. On a continué la même manière de travailler. Donc voilà, il m'a présenté et on a retravaillé chapitre par chapitre. On n'a pas changé, une équipe qui gagne. Donc, et là non plus, vous ne connaissiez pas l'histoire? Non, pas du tout. Et j'ai j'ai pas voulu de surprise en surprise. Voilà. Ce qui fait que ça me permet de dire tiens, si il faisait ça ou il faisait ça, alors que je pense que je n'aurais pas ce regard-là si j'avais lu l'histoire entièrement, comme pour Ambroise, hein, pareil. Et là, c'était important sur la quête des orphelins de pas savoir la fin, parce que il y a les deux personnages vont vers c'est une épopée familiale avec un secret de famille, des choses comme ça. Donc voilà, il faut rester neutre aussi. C'est important de pas savoir la fin pour faire évoluer avec des jolis mots, voilà, l'histoire. Alors une fois que le livre est écrit, donc le premier livre que vous aviez écrit, voilà, vous l'avez écrit, ça y est, il est fait, il est fini. Vous avez dit bon, on arrête maintenant, ça y est, on conçoit. D'après nous, c'est bon, hein, on n'a plus rien à ajouter. Il faut qu'il sorte, il faut qu'il se vende. Oui, il faut faire connaître l'histoire. Et voilà, comment l'éditer? Alors là, vous l'avez édité à compte d'auteur. Alors encore mieux peut-être. C'est en auto-édition. En auto-édition. Voilà. Donc vous êtes adressé à un imprimeur directement. Voilà, une société d'impression. En ligne et qui nous permettait de pouvoir faire aussi notre plaquette personnelle, notre pagination personnelle. C'est vraiment un travail à 100% personnel où là l'imprimeur est juste là pour imprimer. Oui, voilà. Et c'est important pour moi l'auto-édition pour pouvoir aussi vendre et proposer ses produits et son histoire soi-même. Parce que c'est important d'aller vers les autres soi-même plutôt que de faire appel aussi à des tierces personnes ou des tierces sociétés. Hein. Et c'est très passionnant. Oui, tout contrôlé de A à Z. Oui, parce qu'on le vend en rencontrant les gens, en faisant des interviews comme aujourd'hui, en participant à des rencontres dédicaces. En allant directement dans les librairies et en vendant aussi via Internet, parce que c'est aussi comme ça que on peut se faire connaître en France et à travers le monde. Alors quand vous participez à des rencontres dédicaces, au salon du livre, fête du livre, est-ce que vous y allez tous les deux? Oui, c'est vrai. On a continué à travailler ensemble. Le travail est devenu une amitié depuis très très longtemps.
parce que aussi Élise ayant aussi écrit un livre, bon là on vous permet vendez chacun vos ouvrages. Tout à fait, voilà. Mais ensemble. Les deux font la force. Toujours. Oui. Indissociable. Oui, c'est vrai. Oui. Et ça, pour ça, on s'entend merveilleusement bien pour ça. Oui. Très bien. Bah, écoutez, alors là, vous êtes sur un 3e ouvrage, d'après ce que j'ai cru comprendre. Vous avez encore un projet en cours? Oui, mais ça, on le garde. Comet FM aura la primeur quand nous aurons terminé notre projet. Voilà. Bien. Vous reviendrez en parler. Tout à fait. Absolument. Bien. Alors en attendant, moi je vous conseille vraiment les 2 livres écrits par Samuel Camphor, écrits à 4 mains. Il y a que Samuel Camphor sur la couverture. Il y a des très chaleureux remerciements à l'intérieur. Vous n'avez pas fait comme Willy et Colette. Donc ça a été écrit à 4 mains, mais bon, c'est quand même le livre de Samuel. Ambroise Baumière et La quête des orphelins, les 2. Moi, je vous conseille les 2. Alors, à savoir, Ambroise Baumière, attention, carré blanc, ne le laissez pas traîner. Interdit aux moins de 16 ans. Près des petits enfants, voilà. Quoique, maintenant, les enfants en savent beaucoup, mais enfin, quand même. Oui. Réservé aux adultes. Mais c'est une très, très belle histoire. Vraiment, croyez-moi. Il faudrait pas que ça arrête. Voilà, parce que c'est beau quand même. Et La quête des orphelins est un livre très optimiste. Oui. Ah oui. Oui. Il y a du punch, il y a de l'optimisme, il y a vraiment, c'est un livre très, très sympathique, comme son auteur. Merci. Et ça reflète bien. Voilà. Bon, je vous remercie tous les 2 d'être venus bavarder. Merci à vous, Jocelyne. Sur Comet FM. Et puis, à bientôt alors pour votre projet en gestation. Tout à fait. Merci. D'accord. Au revoir, Élise. Au revoir. Au revoir, Samuel. Au revoir, à très bientôt. Vous trouverez les 2 ouvrages de Samuel Camphor, Ambroise Baumière et La quête des orphelins sur Internet. http://singulièresécritures.com singulièresécritures tout attaché.com. Et nous écoutons de la musique.